Je m'appelle Boulanda Tamae. J'ai 33 ans. Je suis née à Gaborone, mais j'ai grandi à West Anaheim. Je m'appelle Gert Saïdou. J'ai 36 ans. J'habite à Kaggae et c'est ici aussi que je suis né. Je m'appelle Kekaoguma. D'après ce qu'on m'a dit, je suis né en 1961, ce qui veut dire que j'ai environ 50 ans. Un village à l'extrême sud du Botswana, près de la frontière avec l'Afrique du Sud, au milieu du Kalahari, le grand désert où vivent depuis plus de 20 000 ans les Bushmen, les descendants des premiers Africains. Le Kalahari s'étend entre la Namibie, l'Afrique du Sud et le Botswana. Ces dernières années, il s'est transformé de façon radicale. Et avec lui, le monde du plus ancien peuple de chasseurs-cueilleurs de la planète. Les réponses d'autrefois ne sont plus adaptées à de nombreux problèmes actuels. C'est pourquoi les Bushmen, ou San comme on les appelle aussi, sont partout en quête de nouvelles solutions. Lorsque Boulanda Tamae a appris à lire et à écrire il y a 25 ans à West Anaheim, la classe avait lieu sous un grand arbre. Il n'y avait pas assez de place dans l'école. Ensuite, la jeune femme est partie étudier le management du tourisme à Gaborone, la capitale du Botswana. Elle est revenue il y a quelques années dans son village natal avec plusieurs diplômes en poche. Ici, Boulanda Tamae conjugue artisanat traditionnel et marketing moderne. Elle a fondé une coopérative avec les autres femmes du village où elle fabrique et vend des bijoux en coquilles d'œufs d'autruche. On commence par casser les coquilles d'œufs en petits morceaux. On le fait avec les mains, les dents ou une pierre. Puis on perce les petits morceaux avec un fourré à main. Ensuite, on les façonne avec une corne de vache avant de les enfiler sur un fil. Pour finir, on polit le collier sur une planche en bois avec une pierre. Il faut compter 2 jours pour fabriquer un collier avec autant de perles. Si je commence aujourd'hui, j'aurai terminé demain. Quand j'étais petite, il y avait beaucoup d'autruches dans le bush et beaucoup d'œufs. Mais on n'avait pas le droit de les ramasser, comme aujourd'hui d'ailleurs. Les œufs que nous utilisons pour notre production viennent de fermes qui ont obtenu une licence auprès du gouvernement. Elles vendent les œufs 20 poulas à l'unité. Elles ne vendent pas ceux qui sont cassés parce que, soi-disant, ils transmettent des maladies. Certains colliers nécessitent 3 petits œufs. Avec un peu de chance, Boulanda les vendra 260 poulas chacun, environ 26 €.
C'est très compliqué d'apporter les produits au marché parce que je n'ai pas de moyen de transport. Alors je fais du stop de Westanahay jusqu'à Ranchi, puis je prends un bus qui m'emmène jusqu'à Gaborone, où je vends mes produits. Westanahay est très éloigné de la ville. Il y a près de 60 km de route jusqu'à Ranchi, une petite ville typique du Botswana, avec environ 10 000 habitants. Les jeunes San viennent y tenter leur chance. Mais trouver du travail s'avère malaisé, voire pratiquement impossible sans formation. Les conditions de vie sont difficiles pour les Bushmen du Kalahari. Déracinés et marginalisés, beaucoup n'ont d'autre choix que de vendre leur corps ou de se consoler avec l'alcool à longueur de journée. En ville, le risque de contracter le sida est particulièrement élevé. Le Botswana figure parmi les pays les plus touchés par l'épidémie dans le monde. À 150 km environ de Ranchi, dans le village de Kaggae, la première épicerie tenue par des Bushmen organisés en coopérative vient de s'installer dans ce bâtiment en briques. Si la coopérative a pu le faire construire, c'est parce qu'elle est bénéficiaire depuis déjà plusieurs années. On est loin des supermarchés au rayonnage débordant. Mais il y a tout ce dont les 300 familles de Kaggae ont besoin. En fin d'année, chaque membre de la coopérative touche une part des bénéfices. Des habitants du village se sont regroupés et ont fondé cette société coopérative. C'était en 1984. Chacun a contribué à hauteur de 20 poulas pour constituer le capital de départ. Au début, on ne vendait que quelques produits: sucre, thé, tabac. Et puis la coopérative a fait des bénéfices et s'est développée. Rer Tsaidou, le président de la coopérative, voit dans ce succès un pas important vers une plus grande autonomie des Bushmen. Comme tous les villages San isolés, Kaggae reçoit une aide alimentaire de l'État. La prise en charge médicale aussi est gratuite. Ke Kauguma est gardien à la ferme d'élevage de Ranchi. C'est l'une des plus grandes du Botswana. 100 000 hectares et 6 000 têtes de bétail. Chaque animal coûte l'équivalent de 600 €.
À Ransi, beaucoup aimeraient travailler ici. Parce que si on n'est pas allé à l'école, on ne peut pas trouver un travail en ville. On peut juste garder les vaches. Kekao travaille et habite à la ferme de Ransi. Ses voisins les plus proches sont à 3 km, près du Grassland Safari Lodge. En plus de poules et de chèvres, Kekao possède 50 vaches que son patron lui a offertes. La famille de Kekao compte parmi les familles San les plus aisées de la région. Elle se débrouille très bien sans les allocations de l'État. Deux de ses 5 enfants vont à l'école à Ransi. Pendant les vacances, ils aident leur père à la ferme. Plus tard, mes fils veulent avoir un travail bien payé pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ils ont raison. Quand j'étais jeune, on pouvait nourrir la famille avec peu d'argent. Mais aujourd'hui, pour vivre correctement, il faut avoir un bon travail et beaucoup d'argent. Au Botswana, l'école est gratuite et obligatoire pour tous les enfants, y compris ceux des San. Mes fils ne me racontent pas trop ce qu'ils apprennent à l'école. Je sais surtout qu'ils s'amusent à jouer au foot. À la maison, sur le sable du Kalahari, les enfants trouvent aussi du plaisir dans les jeux de leurs ancêtres. Pour les touristes du Grassland Safari Lodge, Kekao a de nouveau revêtu le pagne traditionnel. Lui et les siens montrent aux touristes comment les San vivaient et survivaient jadis dans le désert du Kalahari. Ils recevront en échange 500 poulas, environ 50 €. Je m'amuse tellement que j'oublie parfois que c'est un travail. Ramener de la viande était autrefois l'affaire des hommes. Ils tendaient des pièges aux petits animaux. Ils poursuivaient des heures durant Koudou et Oryx avant de les tuer avec leurs javelots. Cette chasse à l'épuisement, la grande danse, fut pratiquée par les San pendant des siècles, voire des millénaires. Aujourd'hui, on ne peut tuer les animaux sauvages du Botswana que dans certaines zones bien délimitées. Pour Kekao et ses fils, la chasse n'est plus qu'un jeu. Du théâtre en plein Kalahari pour un public prêt à payer. Pour qui a l'habitude d'acheter ses fruits au supermarché, les trésors enfouis dans ce désert d'apparence si aride sont une surprise. Fruits, racines, tubercules, le Kalahari compte plus de 250 plantes comestibles. C'est le désert avec la plus grande biodiversité au monde. La valeur du savoir ancestral des Bushmen, les fils de Kekao ont appris à l'apprécier réellement depuis que des visiteurs du monde entier s'y intéressent et depuis que cela rapporte de l'argent à leur père. Pendant les vacances scolaires, les Bush Tours sont une école de vie. Les plantes du Kalahari suscitent aussi l'intérêt de l'industrie pharmaceutique. Le houdia, par exemple. Les San en consommaient jadis au cours de leur longue chasse pour calmer la faim.
Depuis quelques années, un extrait de houdia est commercialisé comme coupe-faim sous forme de pilule. Auparavant, plusieurs multinationales avaient revendiqué la licence sur son principe actif. Un cas typique de biopiraterie. Au terme d'une lutte acharnée, les San ont obtenu un accord. Celui-ci leur garantit un pourcentage sur les bénéfices issus de l'utilisation commerciale de la plante. Une étape majeure dans le combat pour la reconnaissance de la propriété intellectuelle des peuples indigènes. Il reste aujourd'hui environ 100 000 San. 40 000 vivent au Botswana. Les autres se répartissent entre la Namibie, l'Afrique du Sud, le Swaziland, la Zambie, le Zimbabwe et l'Angola. On a longtemps pensé que les Bushmen se déplaçaient en permanence à travers tout le bassin du Kalahari, au rythme des migrations, de la pluie et de la sécheresse. Les colonisateurs européens les considéraient comme des nomades apatrides, à qui l'on pouvait nier tout droit du sol, pour les reléguer sans vergogne dans les parties les plus inhospitalières du désert. En réalité, les Bushmen se déplaçaient toujours au sein d'espaces très limités. Celui qui vivait dans le sud n'avait aucun contact avec les clans autour des collines de Tsodilo, dans le nord de l'actuel Botswana. C'est ce que prouve la vingtaine de langues San encore existantes. Kwe, Nyu, Naro et Kun ont en commun les fameux clics, mais ne peuvent pas être comprises entre elles. Je fais partie des Bushmen qui parlent Naro. Nous avons toujours vécu dans la région de Ransi, où nous pratiquions la chasse et la cueillette. Nous nous déplacions en fonction de l'eau et des melons. Nous qui sommes de Ransi, nous ne sommes jamais allés du côté des grandes rivières. Nous sommes toujours restés dans notre région, sans parcourir tout le pays. Kawa, village posé sur le sable rouge dans le sud du pays, est aujourd'hui désert. La plupart des habitants sont en route pour le festival de danse, à Kang. « 14 groupes de tout le Botswana y sont attendus. Une fête des San pour les San, encore inconnue des touristes. Les jeunes gens de Kawa se reconnaissent facilement à leur t-shirt rouge. Le présentateur salue les participants et les organisateurs, parmi lesquels Rert Saïdou, en Setswana. C'est la langue officielle du pays que tout le monde ici comprend. Pour ouvrir le festival, les San entonnent l'hymne du Botswana, en cercle, et debout sur les gradins. Ils se sentent partie intégrante de la nation.
Tous attendent leur entrée en scène. Les hommes et les femmes de Kawa, à la danse étonnante. Ils se déhanchent sur un rythme à 3 temps, la fameuse valse-bourg. Dans le sud du Kalahari, à la frontière avec l'Afrique du Sud, certains éléments de la culture des Colombours ont imprégné celle des San. Bientôt, plus personne ne tient en place. La relève de demain profite de la pause café. Après la tombée de la nuit, Rert Saïdou invite les danseurs invétérés à fouler une dernière fois la piste sablonneuse. Des décennies d'extrême sécheresse ont considérablement modifié le Kalahari. Partout, l'eau est devenue rare. Parallèlement, de gigantesques exploitations bovines ont vu le jour à travers tout le pays. Elles occupent 45% de la surface totale. Avec les diamants, la viande fait partie des principales exportations du Botswana. Pour protéger le bétail de maladies comme la fièvre afteuse, des clôtures ont été érigées sur des milliers de kilomètres à travers le désert. Une mesure qui a morcelé et réduit d'autant l'habitat des koudous, gnous, zèbres, élans et oryx. Leur population a rapidement diminué. Les immenses troupeaux qui parcouraient jadis le Kalahari ont disparu. Quand Rert Saïdou était enfant, les animaux venaient jusqu'à son village. Ils venaient boire ici. Les bubalrous venaient, comme les gnous. Et il y avait aussi des springboks. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul animal. Vous pouvez aller voir dans toutes les autres cuvettes, c'est pareil. Antilopes, lions, oryx, koudous. Ils ont tous disparu. Même dans les réserves comme la Central Kalahari Game Reserve ou le Kalagadi Transfrontier Park, les troupeaux sont plus petits qu'avant. Dans certains endroits, il n'y a déjà plus de gnous ni de bubalrous.
Les lions sont les premiers à en pâtir. À proximité des élevages de bovins, ils trouvent cependant tout ce dont ils ont besoin, de la nourriture et surtout de l'eau. Les lions qui viennent de l'extérieur et s'introduisent ici me dérangent, parce que moi aussi je suis éleveur. Les lions devraient rester dans leur habitat naturel, dans les réserves. S'ils viennent chez nous, ça veut dire qu'il y a un problème là-bas, qu'il faudrait résoudre. Ces lions s'étaient introduits dans la ferme de Ransi, celle où Kekau travaille, et ils ont commencé à décimer le troupeau. Le propriétaire aurait été en droit de les tuer. Mais par affection pour les félins, il a fait construire un enclos de 10 hectares pour ce genre de lions à problème. En attendant de pouvoir les relâcher un jour quelque part, on leur distribue de la viande d'âne 2 fois par semaine. Kekau Guma est responsable, avec d'autres, du bien-être des animaux. M'occuper des lions ne me pose pas de problème, sauf quand il y a trop de mâles et qu'ils sont frustrés. Ils enfoncent la clôture pour s'affronter et se battre. Mais ils peuvent aussi montrer un autre visage. Bulanda Tamae est souvent en déplacement. Elle participe à des conférences, donne des interviews, anime des ateliers. Elle jouit d'une grande popularité dans le pays depuis qu'elle a remporté 2 concours de beauté, au Botswana et en Afrique du Sud. Elle utilise sa notoriété pour attirer de nouveaux acheteurs pour les produits de sa coopérative. Elle voudrait que même dans les villages les plus reculés, les femmes gagnent leur vie et deviennent ainsi plus indépendantes. La méthode qu'elle préconise pour les y inciter paraît au premier abord assez surprenante. Je voudrais que le gouvernement arrête les distributions alimentaires, parce que ça ne fait que renforcer la dépendance de nos communautés. Personne ne veut vraiment travailler, parce qu'ils savent tous qu'à la fin du mois, le gouvernement distribuera gratuitement de la nourriture. Le gouvernement doit arrêter ces distributions, pour que les gens se prennent en main. Il faut qu'ils gagnent leur pain à la sueur de leur front. Rert Saïdou non plus ne veut pas de l'aumône de l'État. Il préfère, avec sa coopérative, essayer de décrocher des contrats publics, ce dont profite à présent l'école du village. Ce pain vient de Ransi. Notre coopérative a remporté un appel d'offres et reçoit de l'argent de l'État. Nous livrons ce pain à l'école chaque jeudi et en distribuons tous les jours aux enfants, à l'heure de la pause, avec du lait.
L'après-midi, Frère Saïdou distribue également un ragoût, cuisiné par la coopérative. 126 portions par jour. La plupart des écolières et écoliers viennent de familles sanes. Mais certains enfants de Tswana, la population majoritaire du pays, viennent aussi en classe à Kaggae. Avec la restauration scolaire, Frère Saïdou fournit une incitation supplémentaire à fréquenter les bancs de l'école. L'école fonctionne bien. Le seul problème peut-être dans cette école, c'est que les parents sont encore, comment dire, ils sont plutôt laxistes. Ils n'obligent pas leurs enfants à aller en classe. À chaque rentrée, nous avons toujours un nombre important d'inscrits, mais beaucoup abandonnent en cours d'année. J'ai l'impression qu'à Kaggae, les gens n'ont pas encore vraiment compris l'enjeu que représente l'éducation. À l'école, on enseigne entre autres les 2 langues officielles du pays, le Setswana et l'anglais, mais aussi les mathématiques et la biologie. En revanche, les enfants san n'apprennent rien sur leur culture. Une lacune que Rert aimerait voir combler. Peut-être que si certains habitants se portaient volontaires pour raconter comment on vivait autrefois, cela inciterait les enfants à aller à l'école et à apprendre. Parce que c'est difficile aujourd'hui. N'importe quel travail nécessite des connaissances et des compétences. Dans le monde moderne, c'est comme ça. Alors quand je les vois abandonner l'école, ça me fait vraiment mal au cœur. Rert Saïdou rêve d'un écomusée qui perpétuerait les traditions de son peuple. Il en a déjà fait la demande auprès des pouvoirs publics. Dans le cybercafé récemment ouvert, il attend l'email qui donnera le feu vert à son projet. Lorsque le Botswana a créé en 1961 la Central Kalahari Game Reserve, l'objectif était de préserver une faune et une flore uniques en leur genre, mais surtout la culture des habitants de cette région. Mais les populations d'animaux ont chuté de manière inquiétante. Au même moment, on a découvert d'importants gisements de diamants au sein de la réserve de près de 53 000 km². À la fin des années 90, les San ont dû quitter la réserve naturelle. Raison invoquée, le manque d'infrastructures ainsi qu'un braconnage permanent. Les Bushmen expulsés ont reçu de l'argent de l'État pour recommencer une nouvelle vie en dehors de la réserve. En 2006, certains d'entre eux ont obtenu de la justice le droit de retourner sur leurs anciennes terres. En septembre 2011, un puits scellé pendant plusieurs années a été réouvert, permettant aux San d'avoir de nouveau accès à l'eau. Mais pour les Bushmen d'aujourd'hui,
Vivre comme leurs ancêtres, en harmonie avec la nature, n'est guère possible. Trop de sécheresse, pas assez d'animaux sauvages, et les rares qui restent seraient bien vite victimes des chasseurs. Certains disent vouloir retourner dans la réserve pour y vivre comme avant. Mais en vérité, ils cherchent juste de nouveaux pâturages. Je ne pense pas qu'ils souhaitent vraiment vivre comme dans le temps. Même si on me proposait 1 million de poulas, je ne pourrais pas aller là-bas. Je mourrais. 3 jours là-bas et ce serait terminé pour moi. J'ai vécu 9 ans dans la réserve. À l'époque, j'étais mariée. Mais je n'ai pas supporté la vie là-bas. Moi, je suis allée à l'école. J'ai vécu en ville. J'ai voyagé en Europe. J'ai découvert d'autres cultures, d'autres modes de vie. C'était très compliqué de vivre dans la réserve, sans eau ni nourriture. Il n'y a aucun magasin, aucune clinique, rien. Quand les enfants sont malades, on ne peut pas les emmener rapidement en Rakops, parce qu'on ne croise un véhicule qu'une fois par mois peut-être, et ce sont des touristes. Tu t'esquintes. Tu vis dans la crasse. Tu es toujours malade. En plus, tu ne peux te nourrir que de viande. Tous les jours, de la viande, de la viande. Moi, ça ne me plaît pas. J'ai besoin de la vie moderne. J'ai fini par divorcer de mon mari. Je lui ai dit que je ne supportais pas cette vie. Et je suis retournée chez moi, dans le village de ma mère. Peut-être les animaux sauvages reviendront-ils bientôt dans la région de Rert et de Boulanda. On doit y aménager des corridors de protection qui relieront les 2 grandes réserves naturelles du Kalahari. Je pense qu'il est très important d'aménager ces corridors. Les animaux pourraient se déplacer plus librement. Cela nous permettrait d'avoir certaines espèces du Kalahari Transfrontier Park qu'on ne trouve pas ici. Même chose avec celle de la Central Kalahari Game Reserve. Cela pourrait donner un coup de fouet au tourisme, parce que nous pourrions proposer des safaris photos. Animal photography. J'aimerais que les choses continuent de bouger à West Anaheim. Je voudrais qu'on propose des activités sportives à nos enfants, pour qu'ils aient une occupation, parce qu'aujourd'hui, ils ne savent pas quoi faire le week-end. Je rêve aussi d'ouvrir une maison d'hôtes. Nous pourrions proposer aux visiteurs un hébergement bon marché. J'aimerais continuer de mobiliser les gens et faire bouger les choses. Le savoir des ancêtres, en revanche, doit être préservé. Quand le soir, autour du feu, les anciens racontent ce qu'ils ont entendu de leur père et de leur mère, ils continuent d'écrire un bout de leur histoire.
Même les spectacles de danse pour les touristes peuvent contribuer à ce que la culture des Bushmen ne disparaisse pas. Ces spectacles sont très importants pour nos enfants. Avant, aucun d'entre eux ne savait allumer un feu avec un bâton. Aucun ne connaissait les plantes médicinales. Mais quand ils ont vu les touristes en admiration devant nous, ils se sont de nouveau intéressés à notre culture. Je ne voudrais pour rien au monde vivre dans le bush comme avant, parce que le bush n'est plus comme avant. Mon rêve, c'est d'avoir ma propre ferme. Une ferme, des vaches, une voiture, c'est ce que je veux. Je ne veux pas vivre comme dans le passé. Safari Lodge, Kekau a de nouveau revêtu le pagne traditionnel. Lui et les siens montrent aux touristes comment les San vivaient et survivaient jadis dans le désert du Kalahari. Ils recevront en échange 500 poulas, environ 50 €. Je m'amuse tellement que j'oublie parfois que c'est un travail. Ramener de la viande était autrefois l'affaire des hommes. Ils tendaient des pièges aux petits animaux. Ils poursuivaient des heures durant Koudou et Oryx avant de les tuer avec leurs javelots. Cette chasse à l'épuisement, la grande danse, fut pratiquée par les San pendant des siècles, voire des millénaires. Aujourd'hui, on ne peut tuer les animaux sauvages du Botswana que dans certaines zones bien délimitées. Pour Kekau et ses fils, la chasse n'est plus qu'un jeu. Du théâtre en plein Kalahari pour un public prêt à payer. Pour qui a l'habitude d'acheter ses fruits au supermarché, les trésors enfouis dans ce désert d'apparence si aride sont une surprise. Fruits, racines, tubercules, le Kalahari compte plus de 250 plantes comestibles. C'est le désert avec la plus grande biodiversité au monde. La valeur du savoir ancestral des Bushmen, les fils de Kekau ont appris à l'apprécier réellement depuis que des visiteurs du monde entier s'y intéressent et depuis que cela rapporte de l'argent à leur père. Pendant les vacances scolaires, les Bush Tours sont une école de vie. Les plantes du Kalahari suscitent aussi l'intérêt de l'industrie pharmaceutique. Le houdia, par exemple. Les San en consommaient jadis au cours de leur longue chasse pour calmer la faim. Depuis quelques années, un extrait de houdia est commercialisé comme coupe-faim sous forme de pilule. Auparavant, plusieurs multinationales avaient revendiqué la licence sur son principe actif. Un cas typique de biopiraterie.
Au terme d'une lutte acharnée, les San ont obtenu un accord. Celui-ci leur garantit un pourcentage sur les bénéfices issus de l'utilisation. Ici, Bulanda Tamae conjugue artisanat traditionnel et marketing moderne. Elle a fondé une coopérative avec les autres femmes du village où elle fabrique et vend des bijoux en coquilles d'œufs d'autruche. On commence par casser les coquilles d'œufs en petits morceaux. On le fait avec les mains, les dents ou une pierre. Puis on perce les petits morceaux avec un forêt à main. Ensuite, on les façonne avec une corne de vache avant de les enfiler sur un fil. Pour finir, on polit le collier sur une planche en bois avec une pierre. Il faut compter 2 jours pour fabriquer un collier avec autant de perles. Si je commence aujourd'hui, j'aurai terminé demain. Quand j'étais petite, il y avait beaucoup d'autruches dans le bush et beaucoup d'œufs. Mais on n'avait pas le droit de les ramasser, comme aujourd'hui d'ailleurs. Les œufs que nous utilisons pour notre production viennent de fermes qui ont obtenu une licence auprès du gouvernement. Elles vendent les œufs 20 poulas à l'unité. Elles ne vendent pas ceux qui sont cassés parce que, soi-disant, ils transmettent des maladies. Certains colliers nécessitent 3 petits œufs. Avec un peu de chance, Bulanda les vendra 260 poulas chacun, environ 26 €. C'est très compliqué d'apporter les produits au marché parce que je n'ai pas de moyen de transport. Alors je fais du stop de West Anaheim jusqu'à Ranchi, puis je prends un bus qui m'emmène jusqu'à Gaborone, où je vends mes produits. West Anaheim est très éloigné de la ville. Il y a près de 60 km de route jusqu'à Ranchi, une petite ville typique du Botswana avec environ 10 000 habitants. Les jeunes San viennent y tenter leur chance. Mais trouver du travail s'avère malaisé, voire pratiquement impossible sans formation. Les conditions de vie sont difficiles pour les bushmen du Kalahari. Déracinés et marginalisés, beaucoup n'ont d'autre choix que de vendre leur corps ou de se consoler avec l'alcool à longueur de journée. En ville, le risque de contracter le sida est particulièrement élevé. Le Botswana figure parmi les pays les plus touchés par l'épidémie dans le monde. À 150 km environ de Ranchi, dans le village de Kaggae, la première épicerie tenue par des bushmen organisés en coopérative vient de s'installer dans ce bâtiment en briques. Si la coopérative a pu le faire construire, c'est parce qu'elle est bénéficiaire depuis déjà plusieurs années. On est loin des supermarchés au rayonnage débordant. Mais il y a tout ce dont les 300 familles de Kaggae ont besoin.
En fin d'année, chaque membre de la coopérative touche une part des bénéfices. Des habitants du village se sont regroupés et ont fondé cette société coopérative. C'était en 1984. Chacun a contribué à hauteur de 20 poulards pour constituer le capital de départ. Au début, on ne vendait que quelques produits: sucre, thé, tabac. Et puis la coopérative a fait des bénéfices et s'est développée. Rer Tsaïdou, le président de la coopérative, voit dans ce succès un pas important vers une plus grande autonomie des Bushmen. Comme tous les villages San isolés, Kagae reçoit une aide alimentaire de l'État. La prise en charge médicale aussi est gratuite. Ke Kauguma est gardien à la ferme d'élevage de Rantsi. C'est l'une des plus grandes du Botswana. 100 000 hectares et 6 000 têtes de bétail. Chaque animal coûte l'équivalent de 600 €. À Rantsi, beaucoup aimeraient travailler ici. Parce que si on n'est pas allé à l'école, on ne peut pas trouver un travail en ville. On peut juste garder les vaches. Kekao travaille et habite à la ferme de Rantsi. Ses voisins les plus proches sont à 3 km, près du Grassland Safari Lodge. En plus de poules et de chèvres, Kekao possède 50 vaches que son patron lui a offertes. La famille de Kekao compte parmi les familles San les plus aisées de la région. Elle se débrouille très bien sans les allocations de l'État. Deux de ses 5 enfants vont à l'école à Rantsi. Pendant les vacances, ils aident leur père à la ferme. Plus tard, mes fils veulent avoir un travail bien payé pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ils ont raison. Quand j'étais jeune, on pouvait nourrir la famille avec peu d'argent. Mais aujourd'hui, pour vivre correctement, il faut avoir un bon travail et beaucoup d'argent. Au Botswana, l'école est gratuite et obligatoire pour tous les enfants, y compris ceux des San. Mes fils ne me racontent pas trop ce qu'ils apprennent à l'école. Je sais surtout qu'ils s'amusent à jouer au foot. À la maison, sur le sable du Kalahari, les enfants trouvent aussi du plaisir dans les jeux de leurs ancêtres. Pour les touristes du Grassland Safari,
Je m'appelle Bulanda Tamae. J'ai 33 ans. Je suis née à Gaborone, mais j'ai grandi à West Anaheim. Je m'appelle Gert Saïdou. J'ai 36 ans. J'habite à Kagae et c'est ici aussi que je suis né. Je m'appelle Kekaoguma. D'après ce qu'on m'a dit, je suis né en 1961, ce qui veut dire que j'ai environ 50 ans. Un village à l'extrême sud du Botswana, près de la frontière avec l'Afrique du Sud, au milieu du Kalahari, le grand désert où vivent depuis plus de 20 000 ans les Bushmen, les descendants des premiers Africains. Le Kalahari s'étend entre la Namibie, l'Afrique du Sud et le Botswana. Ces dernières années, il s'est transformé de façon radicale. Et avec lui, le monde du plus ancien peuple de chasseurs-cueilleurs de la planète. Les réponses d'autrefois ne sont plus adaptées à de nombreux problèmes actuels. C'est pourquoi les Bushmen, ou San comme on les appelle aussi, sont partout en quête de nouvelles solutions. Lorsque Bulanda Tamae a appris à lire et à écrire il y a 25 ans à West Anaheim, la classe avait lieu sous un grand arbre. Il n'y avait pas assez de place dans l'école. Ensuite, la jeune femme est partie étudier le management du tourisme à Gaborone, la capitale du Botswana. Elle est revenue il y a quelques années dans son village natal avec plusieurs diplômes en poche.